Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno qui roule à plus de 300 km/h pour vous. Nous sommes dans l'Eurostar, ça bouge un petit peu. Ah oui. Direction Londres. Eurostar. Tiens, justement, pourquoi allons-nous à Londres, Jérôme? Je sais pas, pour faire les soldes par exemple? Ah oui, c'est la bonne période, mais je ne suis pas sûr que ça va intéresser tous ceux qui nous regardent. Non, en fait pas du tout. Nous allons vous faire découvrir l'univers de la hi-fi haut de gamme et notamment le monde des enceintes acoustiques. Pour cela, c'est la plus grosse marque d'enceintes acoustiques au monde qui nous a ouvert ses portes, la firme anglaise Bowers & Wilkins. Et ce que vous allez voir est très très rare, hein, puisque très peu de caméras peuvent pénétrer dans cette usine pour justement vous faire visiter tout ça. Eh bien c'est parti, que la visite commence. Nous sommes donc à Worthing, dans le sud de l'Angleterre, juste à côté de Brighton, une zone de villégiature historiquement pour l'Angleterre. Et nous sommes ici, bizarrement, dans un site purement industriel. Alors donc c'est une usine, et qu'est-ce qu'on fabrique dans cette usine? Donc dans cette usine, c'est ici que sont fabriquées en fait les enceintes Bowers & Wilkins série 800 Diamond. Toutes les étapes de fabrication de la série 800 sont effectuées dans cette usine, intégralement dans cette usine. Et il n'y a, pour ainsi dire, quasiment rien de sous-traité, sinon certains petits éléments finis. Mais toute l'enceinte est construite d'un bout à l'autre, y compris l'ébénisterie, le dessus, le dessous, les côtés. Vraiment, toute l'enceinte est construite ici, en interne. En quelques mots, comment est-ce qu'on construit une enceinte? Oui, quelles sont les différentes étapes? Il y en a une multitude. Le tour de l'usine permet de se faire une vague idée en fait, de chacune des étapes. La première étape par laquelle en général on commence la visite de l'usine, c'est la fabrication bien entendu des caisses elles-mêmes. En fait, plutôt que d'utiliser du bois, je dirais entre guillemets naturel, qui amènerait à avoir des problèmes de longévité dans le temps, puisque le bois de travail, c'est connu. Donc là, en fait, on utilise plusieurs couches de bois qui sont collées entre guillemets en lamellé, les unes sur les autres. Par exemple, le dessus d'une enceinte 805, qui est donc la plus petite enceinte de la série 800, est constitué de 27 épaisseurs de bois différentes, entremaillées les unes de les autres en fonction du fil du bois, en sorte d'obtenir une rigidité optimale tout en ayant une légèreté quand même acceptable. D'accord, donc après, la prochaine étape après tout ce qui est ébénisterie, on s'attaque à quoi? Alors on va s'attaquer à l'intérieur de l'ébénisterie, puisque BW a une particularité, ils utilisent dans leur série 800 un procédé qui s'appelle le procédé Matrix, qui va permettre en fait au son de se perdre à l'intérieur de l'enceinte, en sorte de jamais revenir perturber le fonctionnement du haut-parleur lui-même. Il faut que le son qui est produit par le haut-parleur soit le plus pur possible, et ne soit jamais gêné par un son qui aurait été produit quelques secondes avant ou millièmes de seconde auparavant. Comment ils font pour ça? Comment ils font pour ça? En fait, c'est tout simplement un espèce de casier de bouteille. En fait, une structure avec des planches perpendiculaires les unes aux autres qui vont venir en fait s'encastrer dans l'ébénisterie en sorte de se rendre solidaire de l'ébénisterie pour éviter le maximum les vibrations de l'ébénisterie elle-même, permettre également de laisser le son se perdre à l'intérieur en circulant de casier de bouteille à casier de bouteille. Des alvéoles, exactement. Bon, et après on passe au vif du sujet, ce qui va créer le son, hein, c'est-à-dire les Twitter, Boomer, etc., Medium. Là, il y a une particularité aussi chez Bien sûr, BW. en fait, chaque haut-parleur utilise le meilleur de la technologie par rapport à ce pourquoi il va être dédié. Par exemple, le Boomer va utiliser des membranes qui sont des sandwichs d'un matériau qui s'appelle le Roacel, avec une couche de fibres de carbone. On va retrouver une autre technologie pareil avec des matériaux d'avant-garde qui est le Kevlar dans les médiums, où là aussi c'est une des propriétés du Kevlar qui est utilisée pour sa rigidité, sa légèreté, sa capacité à éviter encore une fois des sons parasites de se propager dans le haut-parleur et venir perturber le message initial, en sorte encore une fois d'avoir le son le plus pur possible. C'est ici qu'on va fabriquer la membrane Kevlar qui arrive en fait sous forme de rouleau non découpé. On va découper bien entendu un cercle, on va le mettre en forme, on va l'imprégner en sorte de boucher les pores du Kevlar, etc., etc. Et ça, c'est valable pour chacun des éléments constitutifs des haut-parleurs. C'est ici aussi que vont être faites les bobines sur leur support. C'est ici qu'on va assembler les bobines avec les membranes. C'est ici qu'on va mettre ça dans les châssis, qu'on va magnétiser les aimants. Tout ceci est fait rigoureusement en interne. Et pour finir par le plus haut de l'enceinte et le plus haut en termes de notes de musique, on va parler du tweeter. Le tweeter qui a la particularité sur les séries diamants d'être justement en diamant de synthèse. Matériau très résistant. Très résistant et extrêmement léger. Ce qui va permettre en fait d'avoir un comportement du tweeter quasiment comme un piston parfait. Le son est une vibration de l'air et en fait le tweeter diamant va permettre d'avoir un déplacement parfait
comme une pompe à vélo, pour parler un petit peu vulgaire. Les enceintes sont fabriquées toutes n'importe comment ou bien deux par deux? Alors, elles sont obligatoirement fabriquées à la paire. C'est tout particulièrement important pour les finitions bois, puisque ce sont des finitions véritables, bois véritable. Et ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte que la paire d'enceintes ait le même veinage de bois. Et malheureusement, si au cours de la fabrication, il y a un incident, on peut imaginer une enceinte qui tombe, un technicien qui l'arrive avec un tournevis ou je ne sais trop quel accident de production. Une enceinte est abîmée, les deux partent à la poubelle. Puis bien sûr, il y a la procédure de test. Bien entendu, oui, chaque élément constitutif de l'enceinte est testé un par un. C'est-à-dire qu'on va tester le tweeter tout seul, on va tester le médium tout seul, le boomer tout seul, le filtre tout seul. Puis on va au final mesurer l'enceinte intégrale et s'il y a un défaut, effectivement, faudra... Alors, s'il s'agit d'un haut-parleur seul, le haut-parleur seul est détruit. S'il s'agit de l'enceinte finalisée, on essaye de comprendre ce qui se passe et on rectifie bien entendu ce défaut jusqu'à ce que l'enceinte soit parfaite dans la courbe de référence, puisque chaque enceinte est mesurée une par une et comparée à une enceinte de référence qui est mémorisée dans le système. Il faut combien de temps pour fabriquer une paire d'enceintes ? Une paire d'enceintes de la série 800, je vais prendre pour exemple la série la 804. Si on parle d'une 804 en finition cherrywood, c'est-à-dire merisier, ou rosenut, on va dire merisier rouge pour simplifier, il faut à peu près 8h30. Uniquement pour la partie, je dirais, assemblage des éléments constitutifs de la caisse et la mise en place des haut-parleurs dedans. Si on parle d'une enceinte toujours 804 qui sera en finition laquée, on double ce temps. Et combien de personnes en fait vont participer à l'élaboration de cette... de l'ordre à peu près entre 200 et 250 personnes, je pense. Bon alors Lionel, on le voit, c'est des enceintes qui sont presque des objets uniques. Complètement. Effectivement, ces objets ont un prix. On est sur le haut de gamme là. On est plutôt sur le haut de gamme puisque l'entrée de gamme de la série 800 est la 805D, qui est donc une enceinte de bibliothèque utilisant toutes les technologies dont on vient de parler, la structure matrice, le haut-parleur Kevlar, le tweeter diamant. Et là, on est aux environs de 4 500 € la paire. Et après, par différentes étapes, on arrive, si j'ai bonne mémoire, aux environs de 22 000 € la paire. Et la plus chère enceinte que vous fabriquez ici dans cette usine, alors dans cette usine, ce n'est pas une enceinte de la série 800, c'est ce qu'on appelle en interne, on appelle ça l'escargot, c'est parce que c'est emblématique. Quand on voit l'enceinte, on comprend tout à fait. On la voit là, voilà, elle a vraiment un design étonnant. Complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le design a été dicté par, encore une fois, la technologie. C'est-à-dire que c'est pas un designer qui a pris son crayon et je vais faire une enceinte en forme d'escargot. Pas du tout. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on avait besoin, techniquement parlant, de toutes les formes qui sont utilisées sur cette enceinte. Et donc, cette enceinte qui est fabriquée à l'unité, à la demande, à la commande du consommateur final, ça vaut 65 000 € la paire, hors électronique. Et il faut beaucoup d'électronique pour la faire marcher, puisqu'il s'agit d'une enceinte amplifiée 4 voix. Alors Lionel, un mot quand même aussi sur l'histoire de BW, parce que c'est une belle histoire qui a commencé dans les années 60. Hein, c'est ça, c'est une histoire qui a commencé dans les années 60, 65, si j'ai bonne mémoire, par deux copains de régiment qui avaient fait la guerre ensemble, d'ailleurs sur le territoire français, des ingénieurs radio, des gens des transmissions, à savoir monsieur John Bowers et monsieur Ray Wilkins. En rentrant de la guerre, ils avaient mis un petit peu de sous de côté en rentrant de la guerre, ils ont décidé d'ouvrir une boutique de radio, puisqu'à l'époque on parlait de radio, pas réellement de hi-fi. John Bowers, qui était le plus technique des deux, a rapidement observé que les enceintes qui étaient commercialisées manquaient un petit peu de technique, manquaient un petit peu de rigueur pour la fabrication, et a eu l'idée au départ de customiser ces enceintes-là, qui étaient livrées par des grands noms. Mais malgré tout, il n'était pas satisfait de la qualité du son qu'il écoutait, donc il s'est dit je vais faire un haut-parleur qui ressemble, en tout cas qui restitue un son que j'aimerais bien avoir. En fait. Voilà, exactement. Son leitmotiv était de dire si on fait un meilleur produit, on pourra le vendre. Ma traduction n'est pas forcément très exacte, mais ça n'a pas d'importance, l'esprit est là. Donc son idée était de faire le meilleur produit possible, d'arriver à faire en sorte de faire l'enceinte qui ne rajoute rien et qui ne retranche rien. L'idée étant vraiment d'arriver à vivre l'émotion de la musique au quotidien, chez soi, en ayant le moins d'artifices qui viennent se greffer par-dessus la musique. La musique libre, en fait. Alors Lionel, on se rend compte aujourd'hui que si BW devient une marque un petit peu plus grand public, c'est grâce en fait à votre arrivée sur des produits, on va dire, beaucoup plus populaires, qui sont par exemple les docks iPhone. Hein, vous faites des casques aujourd'hui, maintenant. Tout à fait. C'est un business qui devient très important chez vous aujourd'hui, ça ? C'est un business qui devient très important, oui. L'idée, en fait, c'est exactement toujours le même leitmotiv que le leitmotiv initial de John Bowers. Je vous ai expliqué il y a quelques secondes de ça que John Bowers disait
meilleur sera le produit qu'on fera, mieux il se vendra et plus on trouvera des gens pour l'acheter. Et l'idée c'est ça, c'est qu'en fait jusqu'à présent, le monde de l'iFi voyait arriver le monde de l'iPod comme étant le monde du MP3 compressé avec un son déplorable, qu'on écoute au casque, bref, quelque chose de pas très réjouissant. Et en fait on s'est rendu compte que les capacités de ces iPods, iPhone étant de plus en plus grandes, les possibilités d'enregistrer de manière qualitative sur ces supports étaient de plus en plus courantes. Et donc la seule chose qui manquait, avant le Zeppelin, était un iPod dock qui soit en mesure de restituer les qualités potentielles de ces systèmes-là. Avant le Zeppelin, aucune marque ne s'était lancée à construire un iPod dock de cette qualité, malheureusement de ce niveau de prix aussi. Aujourd'hui, je dirais que on nous a suivis, c'est-à-dire que maintenant, d'autres charmants confrères et néanmoins concurrents construisent des iPod dock qui se veulent être de haute qualité. Et donc c'est la volonté de BW et de sortir également donc un casque et des enceintes pour PC telles que les MM1 qui là aussi rentrent un petit peu dans l'art, si je peux m'exprimer ainsi, des conventions et faire des choses réellement qualitatives là où malheureusement jusqu'à présent rien n'était fait.